Bonsoir. Few people coming in. Gonna wait just a minute. Okay, get started. Bonsoir, everybody. My name is Erin, and I'm the Alliance Française's Director of Marketing and Cultural Engagement. The Alliance Française de Milwaukee is a local nonprofit organization that offers French classes and cultural events for all ages and levels. The AF is not just in Milwaukee, it is part of an international network that teaches French and shares Francophone culture all over the world. Our mission is to promote, share, and enjoy the culture, language, and friendship of the French-speaking world. Merci for being part of tonight's event. I'm so happy to welcome Tanguy Colombel. Tanguy hails from Bretagne in France and has lived in Florida for many years. He is bilingual in French and English, as you'll hear tonight, and has a varied background that includes acting, singing, comedy, and mime. Tanguy has appeared in various plays and musicals. Jacques Brel is alive and well and living in Paris, which launched his career, and Les Liaisons Dangereuses at Palm Beach Drama Works in Florida. He was featured in the French movie Bienvenue à Bord and the American film Step Up 4. On television, he has been seen in a French version of My Big Fat Obnoxious Fiancé, in Netflix's Bloodline and CBS's MacGyver, and several telenovelas produced by NBC Telemundo in Spanish. He has been touring all around America and the world to reveal what French cabaret really is in his own show, Pardon My French. But we're here tonight to discuss Tanguy's exciting debut novel, written during the pandemic when there was a break in work of the stage and screen. Tanguy's novel is about a family with many children and takes place in the 1980s. Growing up, Tanguy's house was always a full house, and the title references times when a large family found themselves all there together. So Tanguy, welcome. Thank you so much for being here with us tonight from Florida. Merci. Is it normal that I don't see faces and that I don't hear them either? I don't hear you anymore, by the way, Erin. Oops, I hit my own. I was trying to get people to turn their cameras on. Okay. So now I can see Carole. I don't see Jane. I don't see Geneviève. They might show up eventually. Yes. Okay, and I don't hear Caroline either, by the way. Bonsoir. Ah bah voilà. Bonsoir Carole. Pardon, vous êtes française, vous êtes francophone? Francophone. Francophone, et vous apprenez le français avec l'Alliance française de Milwaukee? Non, mais il y a longtemps, je jouais dans un orchestre en France. Quel genre d'orchestre? Orchestre à Nice. L'orchestre? Oui, à Nice, je joue du violon. Ah d'accord, un orchestre symphonique? Un orchestre symphonique, bien sûr. Ah bravo. Ah, je suis impressionné. Je suis impressionné. Bon, donc on peut parler français, j'imagine, pour le moment, parce que Jane et Geneviève ne sont pas là, on est bien d'accord? Ah. Je suis là. Ouais. Bonjour, Et Geneviève parle bien français, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Mais Jen, tu m'entends ou pas? Si. Je t'entends. Ah d'accord. Je ne t'entends pas beaucoup, moi, mais voilà. Okay, je suis ici et je parle français. Ah bah très bien. Ouais.
Très bien. Bon, alors écoutez, donc voici mon livre. Je vous le présente. Ça s'appelle La Saint-Ousla. Si vous voulez, je vous expliquerai le titre plus tard. D'accord. Mais uniquement si vous le demandez. D'accord. Donc, comme le disait Erin, le livre, c'est l'histoire de ma famille. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué autobiographie romancée. J'ai changé quelques petits noms, quelques noms de rues, etc., pour me donner plus de liberté. D'accord? Mais disons que l'histoire est à 99% vraie. Il y a quelques petites choses qui ont été changées pour avoir quelques libertés. C'était plus facile pour moi. Donc voilà, nous sommes une famille de 6 personnes, un père, une mère et 4 enfants. Les 4 enfants, il y a ma sœur aînée, la première, qui s'appelle Nolwenn. Vous avez la deuxième fille qui s'appelle Emmanuelle. Et Emmanuelle a cette particularité d'être handicapée. Elle est handicapée mentale et physique. Donc ça n'a pas facilité la vie. Ensuite, vous avez ma troisième sœur qui s'appelle Marine. Et ensuite, vous avez moi, je suis le petit dernier. Et donc, c'est notre vie à tous les 6 depuis la fin de l'année 1981 jusqu'au début de l'année 1982. Pourquoi cette date-là? Parce que à la fin de l'année 81, mon père est au chômage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le chien, c'est le chien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc, mon père est au chômage à la fin de 1981 et au mois de mai 1982, on doit organiser la communion solennelle de ma sœur Marine. Et en Bretagne, quand on célèbre la communion solennelle, toute la famille doit être invitée. Donc, comment fait-on pour organiser une fête où on invite tout le monde quand on n'a plus d'argent du tout? Donc en fait, pendant 6 mois, on suit une famille qui va se débrouiller pour organiser une fête, enfin une communion solennelle à la sœur, mais sans le moindre argent. Donc, comment fait-on? Donc en fait, toute l'histoire réside là-dessus. Donc vous découvrirez dans le livre que la famille donne un coup de main, qu'il y a des coups de chance, qu'il y a des choses qui se présentent, il y a des conseils qui sont donnés. Donc c'est un peu une famille qui pendant 6 mois se transforme, évolue et devient peut-être plus indépendante et les enfants grandissent et deviennent adultes. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc ma famille était plutôt pauvre, je viens d'une famille assez pauvre, mais le livre n'est pas triste. La situation est triste, mais je viens d'une famille où les gens s'aimaient tellement que l'amour a tout transcendé. L'amour a été plus fort que tout et surtout, quand une famille se retrouve dans une situation aussi difficile, elle développe un sens de l'humour extraordinaire. Donc, le livre, il est drôle, il est plein comment dirais-je, de positif. Ce n'est pas du tout une histoire triste. C'est vraiment une histoire pleine de vie, pleine d'amour et drôle surtout. D'ailleurs, vous avez vu, la couleur de l'affiche, c'est jaune. Jaune, jaune, jaune. Donc, pour qu'on comprenne bien que c'est un livre drôle. Alors, je vais vous lire un premier… je ne vais pas vous lire le chapitre entier, je vais vous lire un chapitre sur les vacances, puisque la Bretagne est au bord de la mer. Mes grands-parents paternels avaient une maison au bord de la mer et pendant 15 jours, nous pouvions aller au bord de la mer, comment dirais-je, sur la côte nord de la Bretagne. Et c'est un moment tellement fort pour moi qu'il fallait que je le lise, que je l'écrive dans le livre. Donc je vais vous lire Les vacances au bord de la mer.
Chaque saison estivale, impossible d'éviter les incontournables. La baignade déjà. Nous ne nous risquions pas sur la plage principale, bondée et turbulente. Elle n'aurait pas convenu à Emmanuelle, ma sœur handicapée, dont la présence requérait le calme. Non, dès les premiers rayons du soleil, direction le port, d'ordinaire sans les grandes personnes. Depuis la maison, la troupe s'y rendait à pied, en empruntant des chemins qu'elle présumait secrets, ce qui ajoutait au mystère. Devant nous s'exhibait une vieille jetée, grignotée par le sel et le vent, qui séparait deux territoires. Celui de droite, peu praticable, car couvert de rochers et d'algues inquiétantes, celui de gauche, prometteur, avec sa bande de sable lessivée et ses abondants coquillages. Mes sœurs et moi nous y éternisions afin de construire des châteaux et d'attraper des crabes verts en nous efforçant de ne pas nous faire pincer. Et comble de l'aventure, comme la Manche c'est la mer de la Bretagne, comme la Manche montait de manière oblique, nous nous laissions volontiers coincer dans l'angle que formaient la digue et la rampe d'accès au bateau. Nous devions, pour ne pas mouiller nos sacs, rejoindre la route en utilisant une corde nouée depuis des lustres à un anneau d'amarrage par des autochtones espiègles. Quand le clan disposait d'un véhicule, il pouvait atteindre des rivages éloignés tout aussi funambulesques, recelant de la même paix. Port-Saint-Jean ou la Fosse, toute proche, recueillait ses faveurs. L'itinéraire, à lui seul, fleurait bon l'expédition en terre inconnue. Rue des Valets, du Port-Jacquet, des Nouettes. Là, surtout ne pas oublier de tourner à gauche, rue des Tourelles, puis à droite, rue de la Baillie, face au manoir de la cousine par alliance du mari de celle qui avait divorcé d'un intime du prince régnier de Monaco. Un aristocrate, assurément. Sur place, pique-nique sous le bras et duo de cerises sur l'oreille, longeant le ruisseau de Kermiton, l'équipé descendait un sentier en sous-bois qui débouchait au pays des merveilles. Profitant d'une acoustique spectaculaire, je braillais « Des pâtes, oui, mais des panzani !» ma publicité préférée, devant les yeux admiratifs de Marie-Madeleine, ma mère, et le regard amusé des rares habitués. Gros à parier que ce refrain résonne aujourd'hui encore en baie de la Fresnaye, depuis la pointe de l'île jusqu'au Fort Lalatte. Chanter était ma liberté, une passion qui me provient de mon père. Durant les interminables trajets en voiture, il introduisait dans le lecteur cette cassette orange. Nous écoutions Serge Reggiani et son incontournable chanson du Barbier de Belleville. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour l'opéra. Nous faussions à l'unisson comme l'interprète et notre hilarité coupait court à toute tentative de « Est-ce qu'on est arrivé ?» Pierre Perret occupait la deuxième marche des artistes adulés pendant nos déplacements. Nous ricanions sous le manteau en apprenant tout sur le zizi. Mais la mélodie qui faisait l'unanimité demeurait les jolies colonies de vacances. Parce que Manu y participait également en greffant au répétif Yukaidi, Heidi, Aïda, son célèbre bout de caca. Grâce à la rime, elle encore, notre sœur handicapée avait le droit de transgresser la règle numéro 1 du « pas de gros mots ». Et comme son vocabulaire ne s'étoffait guère en dépit des années, ses sorties étaient encouragées, quand bien même il s'agissait de commentaires grossiers. Bonjour Geneviève. Sitôt les pieds dans le sable, le plus radioactif de France, ma mère installait une chaise pliante et s'y délaçait avec l'ultime Simenon aux éditions Bonne Soirée. Mon père, passionné d'archéologie, étudiait le quaternaire. Il passait l'après-midi à observer les différentes couches de terrain mises à nu par les tempêtes successives. Les marmots se vêtaient de leur maillot de bain, pudiquement protégés d'une serviette que notre chien,
joueurs, s'obstinait à tirer jusqu'à nous abandonner entre sourire et rictus dans notre plus simple appareil. À marée haute, sous le soleil ou la grisaille, la plaisanterie consistait à s'éclabousser d'eau froide et barder d'une mauvaise foi sans nom, à se persuader qu'une fois dedans, elle est plutôt agréable. Au jusant, nous pêchions crevettes, anémones, astéries au creux des baignoires ravinées sur les rochers. Au milieu de cet écosystème riche, où s'étendent d'innombrables parcs à moules de bouchons, quoi de plus naturel que de partir pêcher à pied? Nous rivalisions d'ingéniosité. Qui remplirait le plus son panier de coques, de palourdes et de couteaux? Après plusieurs heures de collecte, Pater ordonnait de regagner la rive sur le champ. Sinon, la fourbe marée nous surprendrait et le destin de notre famille serait scellé par un encart au registre des faits divers de Ouest-France. Car d'après le dicton populaire qui n'a rien à envier aux fanfaronnades marseillaises, ça remonte à la vitesse d'un cheval au galop. À l'abri, au bord, nous tirions profit des courants qui avaient chauffé au contact des vastes étendues de la baie. Ils nous donnaient l'illusion de nous baigner sous 4 cm de mer méditerranéenne. Les pêcheurs du dimanche, à la brune, se délectaient de moules marinières et de sandwichs de bigorneau sur tartines de pain beurré, avec en dessert, exceptionnellement, le célébrissime Queen Amman breton qui avait tiédi au four avant dégustation. Voilà, c'est le premier passage sur des vacances à 5K. 5K, donc la ville au bord de la mer. Geneviève, vous allez bien? Très bien. Ben, super. Vous étiez là quand Et je me c'est suis intéressant. présenté? Moi? Pardon, vous étiez là quand je me suis présenté, Geneviève? Oui, vous vous appelez Tanguy. Ah bah très bien. Super. Où il y a 6 personnes, 4 enfants et les parents. Ah bah Et le- voilà. Perdre son boulot. Alors c'est parfait. Anne, tu voulais dire quelque chose? Oui, donc c'est étrange que récemment, on trouve des pâtisseries qui font de la Queen Amman à Milwaukee. Donc, c'est assez récent. Mais ça devient Alors, quelque chose de répandu. Pas répandu, bien sûr, mais parce que le breton s'exporte bien. C'est toujours ce qu'on dit, le breton s'exporte bien. Et la cuisine bretonne, on n'a pas grand-chose, mais on a en effet quelques gâteaux, et notamment le Queen Amman. Et certains bretons sont allés s'installer à New York et ont commencé à faire le Queen Amman. Ça a marché. Et donc maintenant aussi, on en trouve à Miami, chez nous aussi. Donc, nous avons une nouvelle venue ou un nouveau venu? nouvelle. Une nouvelle. C'est qui? C'est Sarah. Sarah, bonjour Sarah. Ah, Vous nous entendez, Sarah, ou pas? Non, elle ne nous entend pas. Ah, mais je l'ai vu. Je crois que... On voit Sarah, mais elle ne nous entend pas. Ah, c'est triste. ben oui, c'est embêtant. Oui. Ouais. Moi, j'habite aux États-Unis depuis très longtemps et on a aussi une grande famille. Mais votre livre me rappelle quelques rares petites vacances que nous avons faites à Vissant. C'est où exactement 800? Vissant, c'est au nord de la Bretagne aussi. Ah, je connais pas. C'est au nord, Oui. Il y a des... au nord de la France, je pense. Ah, au nord de la France. C'est peut-être non. Il y a Tout près de la Belgique. de bunkers allemands. Ah, alors c'est peut-être en Normandie.
Oui, c'est peut-être en Normandie. Voilà. Nous allons attendre le retour de Sarah, puis je vais lire le deuxième paragraphe. À moins que vous ayez peut-être des questions. Carole, vous avez des questions? Je vous entends pas Non, moi- parce que vous avez coupé votre son. Donc... Non, je n'ai pas de questions pour l'instant. D'accord, d'accord. Mais vous avez tout compris ou il y avait des mots qui vous échappaient? Non, pas de problème. D'accord, ok, super. Oh bah, c'est merveilleux. Donc, Je vais chercher. ma question, c'est, ouais. Ma Ouais. question, c'était quelles sont les traditions bretonnes auxquelles vous êtes le plus attaché ou qui vous manquent, à part la nourriture, bien sûr. Mais... Alors, quand j'étais étudiant, Je vous entends Sarah, vous toujours nous pas. entendez ou pas? On vous entend par contre, nous. Ouais. Ah, on a vu Sarah de nouveau. Ouais. Anne, que fait-on? On attend que Sarah règle son problème de son? On peut parler un peu et puis Sarah, on verra. Sarah ne nous entend pas, non? J'ai trouvé extrêmement toujours- drôle le fait peut que toujours on chante pour éviter les gros mots. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne chante pas pour éviter les gros mots. C'est-à-dire que ma sœur avait le droit de dire des gros mots parce qu'elle chantait. C'est justement le… Voilà. Ah, Ouais. En fait, ma sœur handicapée ne pouvait pas communiquer. Elle avait un vocabulaire très limité. ah, Et comme il fallait encourager le fait qu'elle parle, on la laissait dire des gros mots. ah, Et je ne sais pas si vous connaissez la chanson Les jolies colonies de vacances. non. Alors, c'est une chanson de Pierre Perret qui fait comme ça. Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman. Tous les ans, on voudrait ça recommence. Yukaidi, Heidi, Aïda. Et à chaque fois qu'on disait Yukaidi, Heidi, Aïda, ma sœur handicapée disait bout de caca. C'était pour la rime, vous voyez, parce que Heidi, Aïda, et elle disait bout de caca. C'était toujours comme ça. Et si vous voulez, nous, on n'avait pas le droit de dire de gros mots. Mais elle, comme si vous voulez, elle ne pouvait pas beaucoup communiquer, on la laissait dire des gros mots. Et comment vous voyez, alors, ça y est, Sarah nous entend ou pas? Super, ok. Juste pour vous dire une anecdote qui est dans le livre aussi et qui est vraie également. Ma sœur Emmanuelle, ma sœur handicapée Emmanuelle, est allée à Paris avec ma mère. Et elles étaient devant l'hôtel Georges V. Et ma sœur handicapée avait une sucette. Et elle s'est cognée dans un monsieur. Et elle a cassé sa sucette sur le costume du monsieur. Et quand elle n'était pas contente, elle disait des gros mots. Et alors, elle lui a fait ça, parce que ça, elle le savait le faire, et elle l'a aussi insulté. Elle a dit gros con. Et ma mère a relevé la tête, et c'était le prince régnier de Monaco. Oh, non. Donc tout ça, c'est dans le livre, et c'est vrai, c'est véridique. Hein. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a été racheter une sucette pour ma sœur. C'est extraordinaire, hein, c'est alors que ma sœur était là, espèce de con, gros con. Voilà. Bon. Alors, comme vous l'aurez compris, mon enfance s'est passée dans une toute petite ville de Bretagne. Je vivais à la campagne. J'habitais dans une ville de 10 000 habitants. Mais ça restait une ville d'agriculteurs, de chasseurs, une ville de campagne, n'est-ce pas? Et j'allais à l'école assez loin.
Et un jour, notre voiture ne marchait plus et on n'avait pas d'argent pour la réparer. Donc, je suis allé à l'école en vélo. Et il y avait une demi-heure de vélo à l'aller et une demi-heure de vélo au retour. Et j'ai fait ça pendant 5-6 mois, à peu près. More or less. Donc, un jour, mon père m'amène à l'école et le soir, il vient me rechercher en vélo. Et il avait des cannes à pêche. Et donc, c'est l'anecdote suivante. Je regarde mon père et je lui dis, nous allons où avec ça? Et il me répond, à la pêche à la grenouille. Qu'est-ce qui clochait chez lui? Déjà qu'il nous forçait à avaler son poisson de rivière, qu'il adorait enjôler pendant que sa progéniture s'ennuyait à mourir au bord du canal, désormais, il faudrait qu'on asticote l'amphibien. Pourquoi? Le manger? Pas tout entier, me rassura-t-il, que les pattes arrière. Tu sais, sur les cartes des restaurants étoilés, c'est un mets raffiné. Le seul établissement respectable à Loudéac, my hometown, et dans lequel un serveur aurait pu servir de tels plats, s'appelait La Belle Époque. Une pizzeria sympathique qui a d'ailleurs fermé ses portes depuis. J'avais beau me torturer la tête, pour l'avoir fréquenté à de rares occasions, je ne me souvenais pas d'avoir lu sur leur menu spaghetti à la Reina Esculenta. Reina Esculenta, c'est du latin pour dire grenouille. Je m'en remis tout de même à lui. Que voulez-vous, à cet âge, ce que parent dit est parole d'évangile. Nous nous arrêtâmes devant une mare où, en effet, les coassements indiquaient la présence de ces êtres gluants. Mon père, plutôt habile quant au ferrage de l'anguille, mais profane en matière de batracien, lança sa première ligne au bout de laquelle pendait un ver de terre empalé sur un gros hameçon. La réaction ne tarda pas. La grenouille n'étant pas particulièrement douée d'intelligence et peu habituée à être dérangée au fin fond de la Bretagne, elle se rua sur le lombric. Malgré l'aspect répugnant du hobby, je crois que c'est inhérent à l'être humain. L'enthousiasme explose dès que ça mord. Nous voilà poussant des cris euphoriques en admirant notre prise se balancer dans les airs. Mais la liesse passée, il fallut maîtriser l'animal. Conseil à ceux que l'expérience intéresserait, la bestiole possède une détente prodigieuse et à peine l'avions-nous posée sur l'herbe qu'elle se carapata, entraînant avec elle au fond de la barbetière canne et fil de nylon. De justesse, mon cadien du bayou la rattrapa. La proie ne s'avoua pourtant pas vaincue et au prix de sa survie, se débattit et bondit en tous sens. Elle nous ridiculisait à chaque évasion. Et quand bien même les déconvenus s'enchaînaient, nous pouffions sitôt qu'elle nous glissait entre les doigts. Le duo ressemblait à Tom Sawyer et Huckleberry Finn en plein milieu des marais du Missouri. Aucun ne se hasardait à la saisir par méconnaissance, voire peur de la bête. En définitive, l'adulte la neutralisa et assuma la lourde tâche de lui retirer le leurre. En cette fin de journée, les pêcheurs en formation n'en accrochèrent pas d'autres, ses consoeurs s'étant enfuis faire des plans d'eau moins agités. Quelle importance! Nous avions vécu un moment de franche rigolade. Sans rien dire, nous nous doutions que ce n'était que partie remise et que nous reviendrons mieux préparés cette fois. Et ça ne rata pas. Le lendemain à 16h30, il piaffait, mon père, piaffait près de la grille, pourvu d'une audacieuse technique. En lieu et place de l'appât, Maurice avait équipé les lignes d'un morceau de tissu rouge et avait dégoté une épuisette. Il suffisait de remuer le bout d'étoffe à la surface de l'eau,
La grenouille, attirée par la couleur, se jetait dessus et lâchait rarement. Là, l'épuisette entrait en action. Puis direction le sac poubelle en plastique. Après plusieurs équipées consécutives, nous prîmes le pli et devînmes des as de la rainette. Nous en capturions par dizaines et les ramenions à la maison où l'étape de la mise à mort les attendait. Autant les attraper était dans mes cordes. Les tuer était une autre histoire. À l'instar des portées de chiens et chats qui disparaissaient au passage éclair de mon grand-père et de sa bouteille d'éther, je préférais, alors que je savais ce qui se tramait, faire l'autruche et confier l'opération aux grands. Il n'en reste pas moins que le congélateur se remplissait régulièrement de sachets de cuisses. En conséquence de quoi, j'osais la question : qu'allons-nous en faire ? Et mon père de me regarder avec une superbe que je ne lui oublierai jamais et de me répondre : ta sœur aura un menu d'exception pour sa communion solennelle. Comme au restaurant à la belle époque ? Oh, mieux qu'à la belle époque, fiston. Voilà, c'était le deuxième paragraphe, le deuxième passage. Voilà, donc, je voulais vous lire ce passage-là pour vous donner l'idée que déjà nous vivions beaucoup à la campagne et que même si je devais faire le trajet en vélo une demi-heure, j'avais 8 ans, tous les matins et tous les soirs, mon père trouvait des moyens de faire de ce trajet quelque chose d'amusant et de divertissant, alors que c'était difficile. Voilà. Est-ce que vous avez vu le film La vie est belle? Oui. Le film italien sur les camps de concentration. Bon, je n'ai pas vécu en camp de concentration, mais nous avons vécu 6 mois extrêmement difficiles. Et mon père et ma mère ont tout fait pour rendre cette pauvreté la plus vivable possible et la plus drôle possible. Ils trouvaient toujours un moyen de nous amuser alors qu'il n'y avait pas d'argent, on ne pouvait pas payer les courses, on n'avait pas à manger, on était menacé d'expulsion. Et malgré ça, mes parents ont toujours réussi à nous faire rire et à rendre notre vie joyeuse. Voilà. C'était... Bon, je vais arrêter de lire maintenant et si vous voulez, on peut parler un peu in English or in French du livre, d'accord ? Ou de moi, de ma carrière, si vous voulez. Je suis ouvert à toutes les questions. Je n'ai rien à cacher. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu aux États-Unis? Ah, alors, vous savez quoi ? Je ne peux pas vous le dire parce que ce sera dans le tome 2. Donc, il y a des questions qui ne sont pas possibles. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Si je peux vous répondre, je peux répondre évidemment par amour. Y a-t-il une meilleure raison de changer de pays que l'amour ? Non, c'est souvent la raison. Ben voilà. Donc voilà. Et vous saurez tout dans le tome 2. Sinon, est-ce que vous... Et à quand le tome 2? Alors, ça y est, Sarah, je vous vois que comme ça, là. Donc, Oui, voilà. je sais, parce que l'ordi, la caméra est en bas, c'est embêtant. Ah, d'accord. J'ai déjà commencé, évidemment que j'ai commencé. Mais pour vous donner un ordre d'idée, j'essayais d'atteindre le nombre de 1000 ventes. Je suis à 350 après 2 mois, ce qui est quand même très correct pour un livre qui est autopublié. Et ce matin, j'ai eu une bonne nouvelle. Mais I don't want to jinx it, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, j'ai eu une bonne nouvelle, donc on verra, parce que maintenant ce qu'il me faut, c'est, bon écoute, je vais vous le dire, non, j'ai été contacté par un éditeur, voilà. Donc c'est pas
un grand éditeur, mais c'est un éditeur important. Donc, rien n'est fait, mais il a aimé mon livre. Maintenant, il faut que ça passe par un comité de lecture. Voilà, je ne sais pas très bien. Mais j'espère que ça va relancer les ventes. Et je serai en Bretagne cet été pour faire des ventes et des signatures dans différents endroits. Donc, je pense que ça va aussi développer les ventes, quoi. Mais Alors, vous savez quoi? Ouais. citation. Ben, je vous remercie, Geneviève. Ah ben, je vous vois enfin. Parce qu'avant, je voyais qu'un bout de votre visage. Je voyais le front. Maintenant, je vous vois entièrement. Je suis ravi. Ah bon, moi aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, pour répondre aussi à votre question, Sarah, quand on commence à écrire, c'est une drogue. C'est vraiment une drogue. Et comment dirais-je, j'avais à peine terminé le premier, et pourtant j'ai mis 2 ans à l'écrire, hein, que j'étais déjà en train de collecter des notes pour le deuxième. Et me demander comment l'agencer pour en faire quelque chose de différent, etc. Alors, je fais la petite page pub et puis après, j'en parle plus. Pour ceux qui veulent se procurer le livre, il est en vente sur Amazon. Donc, il y a le lien sur la page de l'Alliance française de Milwaukee. Voilà, si vous êtes intéressé. Si on est allergique à Amazon? Alors justement, c'est un peu, mais je sais bien parce que je rencontre le problème assez fréquemment. J'ai beaucoup expliqué ça aux gens. Quand on est comme moi et qu'on ne connaît personne et qu'on est, voilà, que j'ai envoyé mon script à des maisons d'édition, etc. Et j'ai reçu des lettres. Alors, quand ils ont daigné me répondre, j'ai reçu des lettres gentilles, genre considérant le fait que nous avons beaucoup de demandes, blablabla, nous ne vous publierons pas, etc. Mais j'ai des amis qui travaillent dans l'édition et en fait, ils n'ont jamais ouvert le livre, quoi. Ils ont été tellement submergés après la pandémie, parce que tout le monde s'est mis à écrire, qu'ils n'ont pas de place pour un type comme moi. Je ne suis personne, je ne connais personne, etc., etc. Donc, mon seul moyen de faire vivre ce livre, parce que pour qu'un livre vive, il faut qu'il soit lu. Sinon, c'est juste un morceau de papier avec de l'encre dessus. Donc, pour que le livre vive, j'ai décidé de le mettre sur Amazon. Et j'ai reçu des messages du monde entier. C'est extraordinaire. J'ai reçu des messages de Corée, d'Afrique du Sud, du Canada, des États-Unis bien sûr, de France évidemment, d'Espagne, d'Allemagne, de gens, souvent des Français, hein, expatriés, qui sont tombés sur mon livre un peu par hasard ou parce qu'ils ont entendu et qui me disent que c'est un beau livre, qui sont tombés amoureux du livre, tombés amoureux de la famille. Il y en a une qui est devenue complètement fan. Elle habite en Bretagne et elle a refait tous les trajets du livre en vélo. Il y en a une autre en Afrique du Sud justement qui m'écrit grâce à vous, j'ai repris contact avec ma mère. Enfin, des messages fous et puis des bons avis sur Amazon. Et quand vous lisez ça, que vous entendez ça, vous vous dites j'ai bien fait de publier, même si c'est pour l'instant sur Amazon. Ce livre méritait d'être publié. Et sans aucune prétention de ma part, je dis simplement qu'il a fait du bien au moins à un petit nombre de personnes. Et moi, ça ne pouvait pas plus me toucher que ça. Maintenant, si demain un éditeur me dit je vous publie, je l'enlève d'Amazon, évidemment, et il ira dans les librairies et j'irai faire mes signatures dans les librairies. On en parlait tout à l'heure avant que vous n'arriviez, ça. Moi, mon rêve, c'est de le voir dans une librairie, quoi. C'est l'endroit que je préfère au monde. Moi, vous ne voyez pas, mais j'ai un paquet de bouquins derrière. Là. Je suis un bouffeur de livres, donc évidemment, Ah, voilà, vous l'avez trouvé, Carole, exactement. Ah. Donc, il est… voilà, donc ça, vous avez 2 options. Soit vous attendez qu'il soit publié, mais bon, ce sera peut-être à la Saint-Glinglin, ou vous le commandez tout de suite, c'est comme vous voulez. Moi, je force personne, de toute manière.
Non, c'est compliqué, Amazon, c'est tout. Ah ben, c'est compliqué de par leur éthique, vous voulez dire ou... Bah, par rapport à leur façon d'agir dans le monde. Je suis d'accord. Mais vraiment, quand on est un tout petit bonhomme comme moi, des fois, il faut essayer de trouver. Et vous savez quoi? Je pense que quand un livre mérite d'être publié, encore une fois, en toute humilité, je pense que Amazon peut être un bon marchepied, c'est-à-dire qu'il peut être vu, lu, et ensuite on peut passer à l'étape suivante comment dirais-je, de la publication chez un éditeur. Et c'est mon rêve, hein, c'est mon rêve. Voilà. Sinon, J'ai une question. oui, qui me parle? C'est Jane. Donc, c'est Anne. Non, je crois que c'est Anne. Je me demandais, est-ce que votre famille a lu le livre et quelle était leur réaction? Ah ah. Ça, c'est une excellente question. Alors, comment vous dire? Ça a été un peu compliqué. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'écriture est un travail solitaire. C'est-à-dire que le livre parle d'eux, et je me suis dit, je vais les mettre dans la confidence. Ça me semblait le plus logique. J'ai écrit un chapitre, je leur ai envoyé. Un deuxième, j'ai envoyé. Un troisième, j'ai envoyé. Et ils ne le lisaient pas. Ils ne le lisaient pas. Et comme je ne suis pas du genre à pousser les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie, j'ai laissé tomber. Je n'ai pas insisté plus, quoi. Mais au fond de moi, ça me faisait mal, quoi, parce que c'était un bouquin qui parle d'eux. Et alors, de temps en temps, ils me disaient, oui, j'ai un souvenir, tu peux le noter dans ton bouquin. Mais je l'ai écrit finalement tout seul. Il y a comme une tante à moi qui écrit aussi beaucoup, qui a commencé à le lire, qui a adoré, qui m'a corrigé, etc., etc. Et c'était bien. Mais mes deux sœurs et mon père ne réagissaient pas. Et je l'ai assez mal pris au début. Et je n'ai toujours pas l'explication de pourquoi. Alors qu'on est une famille aimante, on s'aime, on se parle, enfin, il n'y a aucun problème, quoi. Mais je pense qu'ils avaient peur de ce qu'ils allaient lire, parce que finalement, un livre, surtout une autobiographie, n'est-ce pas un peu une psychanalyse, quoi. Et est-ce qu'ils avaient peur, peut-être eux, de lire des choses qu'ils n'avaient pas envie de lire sur moi, sur eux, c'est toujours... Quoi qu'il en soit, le livre a été terminé au bout de 2 ans pendant lesquels ils ne l'ont pas lu, et je leur ai dit, bon, bah ça y est, il est publié. Et alors là, ils sont tous tombés sur moi en me disant, mais attends, on l'a pas lu. Attends, il y a peut-être des choses que... Et je leur ai dit, mais chez les enfants, ça fait 2 ans que vous avez les paplats, lisez-le, quoi. Donc, ils l'ont lu. Ils ont été plutôt satisfaits, ils étaient assez... mais je pense qu'ils avaient peur que je me plante, quoi. Voilà, je sais pas. Donc, ils ont été les derniers à l'acheter, par exemple. Je l'ai vendu à peu près, alors, au bout d'un mois, j'avais fait 200 copies vendues. Et je les appelle et je les fais, bon, vous l'avez acheté? Ah ben non, tu sais, je n'ai pas eu le temps. Attends, ça va, il ne faut pas me prendre pour un con non plus, quoi. Donc, il y a eu une espèce de flottement. Mais finalement, maintenant, ils l'ont lu. Et non seulement ils l'ont lu, mais ils l'ont acheté en grosse quantité parce que, comme Sarah, il y a plein de gens qui ne veulent pas l'acheter sur Amazon. Donc, ils ont fait des commandes en gros et ils les vendent aux gens en disant non, non, ça ne vient pas d'Amazon. Parce que, pour la petite histoire, la Bretagne est la région la plus réfractaire à Amazon. C'est la région de France qui achète le moins sur Amazon. Et donc, ça tombe mal puisque c'est quand même un livre qui parle de la Bretagne, donc j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais c'est le cas et je respecte les choix de chacun. Et finalement, ils sont maintenant, en effet, ils sont très très contents du résultat et j'ai eu plein d'articles dans la presse et tout ça, donc ils sont vraiment contents, quoi. Est-ce qu'il y a une autre petite question? Je peux vous raconter une petite anecdote supplémentaire.
Donc, la fameuse personne qui a suivi tous les itinéraires du livre et qui les a fait à vélo, on est toujours en contact. Bon, c'est une fan, hein, une vraie fan de fan, quoi. Je ne pensais pas que ça existait, quoi. Donc, elle m'écrit, elle a pris des photos de tout, et notamment de ma maison, qui ne nous appartient plus, mon père n'y habite plus. Mais comme j'ai donné une fausse adresse, parce que je me suis dit, bon, ce serait quand même bête que si le livre devient un succès, qu'on aille embêter ces pauvres gens, ce serait quand même un peu embêtant. Donc, j'ai donné une fausse adresse. Mais elle a fini par la trouver, l'adresse. Elle a fait du porte-à-porte, elle est allée demander, etc. Et donc, elle a fini par trouver et elle a pris une photo, elle a pris une photo de la maison, de l'extérieur. Et puis, elle s'est dit, c'est quand même bête, j'ai visité tous les endroits dont il parle, sauf l'intérieur de la maison. Donc, elle a sonné à la porte, elle a rencontré l'actuel propriétaire, elle lui a parlé du livre, et elle lui a dit, est-ce que je peux me prendre à l'intérieur de votre maison, enfin de votre maison, avec le livre, en photo. L'actuel propriétaire, un peu étonné, elle a dit, oui, pourquoi pas, et tout. Et donc, l'actuel propriétaire m'a contacté sur les réseaux sociaux. Et elle me dit, alors comme ça, vous avez écrit un livre sur votre maison, sur votre famille, etc. Je dis oui. Elle l'a acheté, elle l'a lu, elle l'a adoré. Et depuis, on est en contact. Et elle m'a pris des photos de tout l'intérieur de la maison, parce qu'ils ont tout refait, ils ont changé complètement. Et et régulièrement, voilà, on s'appelle, etc. Et je reviens en Bretagne fin juin. Et elle m'attend pour un café et des biscuits, m'a-t-elle. Donc, voilà, je vais aller manger des biscuits et un café chez cette dame-là. Et ça, comment vous dire, c'est une anecdote parmi des dizaines. Au plus fort de la vente du livre, c'était dans le premier mois, là, ça n'arrêtait pas. Tous les jours, j'avais des messages de gens. Et le dernier message que j'ai eu, c'est une fille qui était avec moi à l'école. Et alors, le message était très direct. C'était « Bonjour, je m'appelle Untel, nous avons été en classe ensemble. J'ai 3 enfants, je suis divorcé. Et toi, est-ce que tu es libre ?» C'était direct. Donc, c'était… voilà. Donc, mais c'était… voilà, c'est très étrange. Quand votre nom apparaît un peu partout comme ça, dans un réseau très petit, on parle d'une région très limitée de la Bretagne, voilà, on reçoit beaucoup de messages, et notamment des messages un peu comme ça, un peu… Enfin, c'était pas tendancieux du tout, c'est un message direct. Hein, I'll ask in English, but you're welcome to respond in French. Do you, you've done a lot of acting and other performing. Do you find a connection between that and writing? I guess, the reason I started writing, it's because I couldn't express myself anymore because we were in the middle of the pandemic and all the productions that I was supposed to do, I mean, not that many, but some were canceled. So, so I had to stay home. I mean, at the very, very beginning when we were, blocked, all of us, in Florida, I know it's different from the rest of the US, but we were blocked for at least 3 weeks and we couldn't do anything. So since I couldn't, sing or act or, sell a show or something, I decided to start writing. So the connection that exists between, acting, singing, or writing, it's the fact that you have, in some ways, to express yourself. As an artist, you cannot do nothing. That's possible. Yeah, does it make sense? I don't know how you say that in English, but I am an électron libre. I need to be active all the time. And if I stay home and do nothing, I get crazy, so insane. So at some point I had to do something. And this is funny because I'd say that I wrote the book in 3 weeks. I mean, the l'ossature, I don't know how you say that in English, but
how would you say ossature, Anne? The canvas, something? Now the outline. Yes. Outline, Yes. yeah. Yeah, the outline. So I wrote the outline in 3 weeks, and then it took me 2 years to finish the book because I had to work on the side. So I would work on the book during the weekends, and to improve the book. The rest of the week I would do my regular job. And but yeah, that story was in my head since it's been there forever. So it needed some. So actually, this pandemic was pretty. I wouldn't say good, but helped me, in that way. Because it was there, I needed to write it down. I needed to put it in writing, and these 3 weeks were perfect for me to do so. So. Yeah, but as an artist, you have to express yourself. If you don't do it, you die. That's, I've heard that many, many times, with singers or actors or painters, or if they cannot do their job, they're just, they get depressed. Carole, you playing the piano? That's what you do as an artist? Je crois que Parce que j'avais du mal à jouer dans l'orchestre pendant le Covid, c'était possible de jouer beaucoup de piano tous les jours. Parce que tu joues du piano et tu joues du violon. Ah oui, Et quoi d'autre encore? ça suffit. Des congas. Le kanga. Non, mais je suis sûr que tu partages mon point de vue. Concernant le fait qu'il faut s'exprimer. Si tu t'exprimes pas, Ouais. Donc, voilà. Est-ce que parmi les autres personnes présentes, il y a des artistes? Anne? Je pense qu'il y a des écrivains. Non, pas vraiment, mais Aaron, un peu. Hey, pour être honnête, elle joue de la flûte avec moi. Oui, je Ah. joue de la flûte dans le même orchestre et j'écris aussi. Ah oui. Et tu écris des romans? Tu écris quoi? Des articles, des poèmes, un peu de tout. Un peu de tout. Et tu Mais es pas en publié? français. Ah bon. On me disait beaucoup qu'il fallait que j'écrive mon livre en anglais, et j'en suis incapable. Parce que parler et écrire, ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Je pense avoir un niveau d'anglais correct à l'oral. À l'écrit, on me dit souvent quand j'écris en anglais qu'on dirait un enfant de 12 ans. Donc j'évite. Geneviève, auriez-vous une question? Pas pour l'instant. Parce on va bientôt terminer. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Est-ce que vous aimez être aux États-Unis? Ah, je suis ravi. J'aime beaucoup les États-Unis. Je pense que en tant que binational, puisque maintenant je suis aussi américain, j'aurai toujours un pied de chaque côté. Mais ça fait 20 ans, Geneviève, que je suis ici. Et après 20 ans, si je suis resté, c'est qu'il y avait une raison, quoi. J'aime la fougue des États-Unis, j'aime j'aime ça. Il y a plein de choses qui m'embêtent, hein, je ne vais pas vous le dire. Il y a plein de choses que j'ai envie de... Et en France, c'était pareil. En France, il y avait plein de choses qui m'embêtaient. Je crois qu'il n'y a pas un endroit parfait. Exactement. Et je pense que quand il y a quelque chose qui nous embête, il faut simplement se battre dignement et démocratiquement pour faire changer les choses. Je crois pas en la violence, je crois au vote, et je crois à la puissance d'un regroupement, quoi. Oui. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait-tu, Anne?
C'était vraiment très, très sympathique. Et maintenant, on a hâte d'écouter le tome 2 et de connaître la raison pour laquelle vous êtes si divertissant. Vous aurez Il y a tout, le vous aurez suspense. toute l'histoire, tous les détails. Oui, oui. Est-ce Voilà. que vous arrivez à faire des bonnes galettes bretonnes? Alors, j'ai trouvé de la buckwheat. Oups, il y a un bruit. J'ai trouvé de la buckwheat pour faire des galettes, en effet. Mais, écoute, ah ben non, je ne peux pas vous le dire parce que ça va être dans le tome 2 aussi. Donc, Okay. Allez, je vous donne l'anecdote. En fait, en arrivant ici, je me suis dit, oh, je vais faire des crêpes et des galettes pour gagner ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené le bilig. Le bilig, c'est la galettière bretonne. Ça pèse 20 kilos. Facilement. Et j'ai amené la galette, le bilig, la galettière dans mon sac. Et quand je suis arrivé à l'immigration, le monsieur de l'immigration m'a fait « C'est quoi ça ?» Et je lui ai dit bah, « Écoutez, pour faire des crêpes et des galettes pour mes amis. » Et en fait, je suis arrivé aux États-Unis et j'ai essayé de le brancher. Ce n'est pas le même système. Non. Donc, la galettière a fait le chemin du retour dans le sens inverse au prochain voyage. Voilà. Parce qu'il faut un instrument spécial pour faire la galette. Bah, c'est mieux avec ce qu'on appelle un bilig. Un bilig, c'est vraiment la grosse galettière, la grosse crêpière en fonte. C'est très, très lourd. Mais c'est génial, moi j'ai été élevé avec ça, donc je sais les faire sur ce support. Mais quand j'en fais maintenant, je le fais avec une grande poêle, quoi. Une poêle toute fine que j'ai trouvée chez Martha Stewart, je crois. Voilà. Mais enfin, en tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était vraiment, vous avez été charmants tous. Ouais, vous êtes sympathique. Non, merci. C'était Merci. And Right, just getting a little lever. should we look for you in are there any upcoming projects you want to share aside There from was, your book? okay, at the beginning of 2020, I did 3 weeks on the set of a telenovela because, you know, in Florida, we do lots of telenovelas. And it's for a upcoming project called Armas de Mujer. That means how do you say, not the guns, but the weapons of a woman. That's the title in Spanish. It's going to be on Telemundo Plus. That is a new streaming service for Telemundo. And I am a bad guy, as usual. I'm always the bad guy. So in this production, I kill, put some bombs everywhere, cut some people, you know, with a how do you call that? Avec une scie en anglais, en français. So, A saw, with a saw. So I'm a real bastard. Pardon my French. And for the first time, my character was mute. So I had nothing. I was just on set to cut, put bombs, you know, and that was my only, and I had the time of my life, you know, it was great, you know, being part of this production. But I've done a few productions in Spanish with Telemundo, porque lo hablo español un poquito. Voilà. Very Bah, well. à bientôt pour tome 2. Le tome 2, très bien. Passez une très très bonne soirée. Et puis, Oui. puis n'hésitez pas à acheter le livre. Voilà. et bonne chance avec l'édition. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Allez, au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. Merci.